Le roi Henri IV traitait sa femme Marie comme un jouet, refusant de lui accorder un couronnement pendant une décennie, tout en entretenant une série de maîtresses. Mais le lendemain de son couronnement final en tant que reine, un karma terrible s'abattit sur le roi. On l'appelait peut-être Henri le Grand, mais cela ne signifiait pas qu'il était bon. Cet hédoniste assoiffé de sang avait la vie personnelle la plus désordonnée que l'Europe ait jamais vue. Né Henri de Navarre, ce royal français était issu d'une lignée puissante. Sa mère était la redoutable reine Jeanne d'Albret. Son père, Antoine de Bourbon, affichait constamment ses nombreuses maîtresses devant sa femme. À mesure qu'Henri grandissait, les tensions entre ses parents s'aggravaient, surtout après que Jeanne se fût convertie au protestantisme, tandis que son père restait catholique. En 1572, sa mère décida qu'il était grand temps que son fils de 19 ans en cherche une épouse. En réponse, la tristement célèbre Catherine de Médicis, la reine-mère de France, proposa sa fille Marguerite de Valois comme candidate. Marguerite avait à peu près l'âge d'Henri, était d'une beauté renommée et issue d'une famille tout aussi influente, ses frères étant rois de France. Mais un obstacle majeur se dressait. Henri était protestant comme sa mère, tandis que Marguerite était une catholique fervente et jurait qu'elle ne se convertirait jamais. Même le pape en personne intervint, avertissant qu'il ne sanctionnerait jamais ce mariage. Alors qu'Henri et sa famille poursuivaient les préparatifs du mariage malgré tout, une tragédie frappa. En allant chercher sa tenue de mariage à Paris, la mère d'Henri tomba soudainement malade et mourut à l'âge de seulement 44 ans. En un clin d'œil, Henri n'était plus seulement un futur marié, il était le roi de Navarre. Le 18 août 1572, quelques mois seulement après la mort de sa mère, Henri et Marguerite de Valois se marièrent à la cathédrale Notre-Dame de Paris, sans la bénédiction du pape ni celle de nombreux Français. En raison de sa foi protestante, Henri dut même rester maladroitement à l'extérieur de la cathédrale catholique pendant la messe de son propre mariage. Les festivités durèrent plusieurs jours, mais le 5e jour après le mariage, Henri fut plongé dans un bain de sang. Profitant de la présence de nombreux protestants éminents à Paris pour le mariage, une foule catholique commença à massacrer les protestants français en masse dans ce qui devint le massacre de la Saint-Barthélemy. Pendant des jours, des catholiques de haut rang traquèrent les nobles protestants dans leurs chambres de palais, frappant à leurs portes et tuant tous ceux qu'ils trouvaient. Et un jour, ils vinrent pour Henri. Henri et sa nouvelle épouse Marguerite se terraient dans le palais du Louvre, tandis que le chaos régnait autour d'eux. Mais ils ne pouvaient pas se cacher éternellement. Bientôt, des conspirateurs catholiques arrachèrent Henri de ses quartiers, le traînèrent dans une pièce sombre et lui lancèrent un ultimatum violent. Se convertir au catholicisme sur le champ ou mourir. Henri n'était pas insensé. Il choisit l'option qui le gardait en vie. Au fil des siècles, les historiens ont suggéré que c'était la nouvelle belle-mère d'Henri, Catherine de Médicis, qui avait orchestré tout ce conflit. Une fois le massacre apaisé, Catherine de Médicis fit un nouveau coup de force. Elle exigea que sa fille annule son mariage avec Henri, mais Marguerite confessa alors qu'elle et Henri avaient déjà consommé leur union. Pendant les années suivantes, Marguerite resta loyale à Henri et prit activement son parti contre sa mère et le trône de France, qui devenait de plus en plus hostile. Malheureusement pour elle, Henri récompensa cette loyauté par la trahison. Il commença à se forger une réputation qui le suit encore aujourd'hui, celle d'un Lothario insatiable. Comme son père, il courtisait les femmes à l'excès et se constitua bientôt une liste de maîtresses royales. Après avoir appris la libido dévorante de son gendre détesté, Catherine de Médicis sut exactement quoi faire. La reine-mère disposait d'un groupe de belles espionnes appelé l'escadron volant, qu'elle employait pour séduire les hommes qu'elle voulait contrôler.
elle choisit la magnifique Charlotte de Sauve pour accomplir cette mission avec Henri. Une fois qu'Henri fut sous le charme de l'espionne, Catherine de Médicis en rajouta. Elle fit en sorte que Charlotte tombe également amoureuse de l'un des meilleurs amis d'Henri. François d'Alençon. Ce fut un coup brillant, la rivalité amoureuse des Chirac. Système ira les amis, et Henri passa les années suivantes, distrait par ses drames amoureux, au lieu de planifier une contre-attaque. En 1576, lorsqu'il se libéra enfin de son obsession dévorante pour Charlotte de Sauve, Henri prit du recul. Il n'était qu'un prisonnier à la cour de France, attaqué de toutes parts par la famille royale, et n'était pas un véritable roi de Navarre. Furieux, il s'échappa de l'emprise de la France lors d'une partie de chasse. Libéré de ses chaînes, il renonça à sa conversion forcée au catholicisme et se proclama à nouveau protestant. Henri dut abandonner sa femme en France pour s'échapper, et elle resta pratiquement prisonnière de sa propre famille pendant des années. Lorsqu'elle réussit enfin à rejoindre Henri, il lui infligea une insulte écrasante. En retrouvant Marguerite et son entourage, l'œil vagabond d'Henri se posa sur l'une des dames d'honneur de sa femme, la magnifique Françoise de Montmorency-Fosse. Il y avait juste un détail troublant. La jeune fille n'avait que 14 ans, mais cela n'arrêta pas Henri. Dans l'une des romances royales les plus inquiétantes de l'histoire, Henri couvrit la jeune adolescente de cadeaux, de gâteaux et de bonbons. Vous devinez la suite. En quelques mois, Françoise était enceinte. Tragiquement, l'enfant naquit mort-né, mais le mal était fait. Après presque une décennie de mariage, la grossesse soulignait le fait qu'Henri et Marguerite n'avaient toujours pas d'enfant, et donc pas d'héritier. Une position jamais enviable pour un couple royal. En 1544, alors qu'Henri entrait dans la trentaine, le destin lui lança une surprise. À la suite d'un décès dans la famille royale, Henri se retrouva le prochain en ligne pour le trône de France. Un rebondissement dû aux lignées royales extrêmement incestueuses. Ce n'était pas ce que la matriarche Catherine de Médicis aurait voulu, mais Henri dut être ravi au début. Maintenant qu'il était l'héritier présomptif du roi Henri III, il était encore plus crucial que Marguerite donne un héritier. Mais au lieu de se concentrer sur la conception d'un enfant avec sa femme, Henri entama une nouvelle liaison, cette fois avec Diane d'Andoin. Contrairement à sa précédente maîtresse, une adolescente naïve, Diane était une veuve ambitieuse. Bientôt, elle lui murmura qu'il était temps de quitter Marguerite, sans enfant, pour faire d'elle la reine. Après des années à voir, Henri courir après d'autres femmes et l'abandonner, Marguerite de Valois craqua. Terrifiée par son état de stérilité, elle tenta d'abord d'empoisonner Henri, puis, échouant, elle essaya de lui tirer dessus avec un pistolet, mais manqua son coup. Ses plans insensés déjoués, Marguerite s'enfuit du royaume avant de finir en prison. Depuis qu'Henri était devenu l'héritier présomptif du trône de France en tant que protestant, tous les catholiques d'Europe réclamaient sa chute, et en 1597, ils passèrent à l'action. Ils s'unirent sous la bannière de la Ligue catholique, avec Henri comme ennemi public numéro 1. En un rien de temps, la Ligue plongea la France dans une guerre civile, Henri se battant bec et ongles sur le champ de bataille pour conserver ses prétentions au trône. Même après la mort du roi Henri III en 1549, la revendication nominale d'Henri IV restait loin d'être assurée. Henri aimait rien de plus, après une longue journée à combattre les catholiques, que de se détendre avec un peu de débauche. Entre en scène sa nouvelle maîtresse préférée, Gabrielle d'Estrées. Les deux se rencontrèrent au milieu de ses activités guerrières
et Gabrielle se révéla une amante étrangement loyale. Même lorsqu'elle était enceinte d'Henri, elle continuait à vivre avec le roi dans sa petite tente de bataille. Mais Gabrielle n'était pas seulement un joli visage ou un ventre fertile, elle poussa également Henri à prendre la décision la plus importante de sa vie. En 1593, Henri avait repoussé la Ligue catholique aux marges, mais il n'avait toujours pas réussi à prendre la capitale cruciale, Paris. Alors, sa maîtresse eut une idée brillante. Gabrielle, elle-même catholique, convainquit Henri de se reconvertir au catholicisme, car cela semblait être le seul moyen d'obtenir sa couronne. Une fois de plus, montrant une faiblesse pour les femmes, Henri céda et devint officiellement roi en février 1195. En plus d'être officiellement roi de France, Gabrielle lui donna finalement un fils, bien qu'illégitime, et eut 2 autres enfants avec lui. Henri commença à planifier l'annulation de son mariage avec Marguerite pour légitimer sa relation avec Gabrielle. En 1599, Henri avançait dans son projet de mariage avec Gabrielle, mais il ignorait un problème crucial. D'une part, le peuple la détestait, la surnommant la « duchesse d'ordure ». Plus important encore, nommer son enfant d'amour comme héritier, légitime ou non, était un moyen sûr de déclencher une nouvelle guerre de succession. Personne ne voulait qu'il aille jusqu'au bout, mais Henri n'écoutait pas et proposa à une Gabrielle enceinte. Pleine de bonheur à l'idée de ces perspectives, Gabrielle aurait déclaré que seul Dieu ou la mort du roi pourrait mettre fin à ma bonne fortune. Eh bien, Dieu avait effectivement des projets à ce sujet. Dans un retournement de situation stupéfiant, une violente attaque de prééclampsie frappa Gabrielle quelques jours après cette annonce, et le lendemain, elle et son nouveau-né étaient morts. Sous le choc de la perte de son amour, Henri crut que la mort de Gabrielle était un signe cruel de Dieu, lui disant qu'il avait eu tort de vouloir épouser sa maîtresse. Malgré tout, il la pleura avec les funérailles les plus extravagantes qu'il put organiser. Mais il trouva aussi du réconfort dans des plaisirs plus sombres. Rapidement, Henri se remit à fréquenter des maisons de mauvaise réputation pour noyer son chagrin. À cette époque, le roi Henri était à peu près aussi désordonné qu'on pouvait l'être sur le continent, et lorsqu'il rencontra la belle Henriette d'Entragues, il n'était qu'un jouet pour les désirs ambitieux de cette femme. Fille d'une célèbre maîtresse royale, Henriette savait exactement ce qu'elle faisait. Elle profita du chagrin persistant d'Henri pour Gabrielle pour lui faire écrire une promesse de mariage. Fin 1599, l'annulation du mariage d'Henri avec Marguerite de Valois fut enfin prononcée, et la France commença à pousser son roi de 46 ans à se marier et à obtenir un véritable héritier légitime avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu de se précipiter vers Henriette avec la bonne nouvelle, il se mit à courtiser la noble Florentine, Marie de Médicis. Les motivations d'Henri pour épouser Marie n'étaient pas pures. Orpheline à un jeune âge, Marie était une héritière dotée d'une immense richesse, et Henri avait des étoiles dans les yeux. Henri gâcha tout lorsqu'il écrivit quelques lettres à Marie proclamant son amour, tout en envoyant presque les mêmes lettres à Henriette, qu'il gardait toujours comme maîtresse. Poussé par son besoin d'un héritier et sa légendaire libido, Henri épousa Marie de Médicis, et après des décennies sans enfant avec Marguerite, sa nouvelle femme fut enceinte avant même qu'il ne l'installe dans ses appartements parisiens au Louvre. En septembre 1501, Marie donna naissance à un fils, le futur Louis XIII. Pendant toute la grossesse de Marie, elle dut faire face à une vérité cruelle. Henriette d'Entragues portait également l'enfant illégitime du roi et donna naissance à un fils, Gaston, quelques semaines plus tard. Marie aurait dû pouvoir se reposer sur ses lauriers en tant que véritable reine dès qu'elle donna un héritier à Henri. Mais il lui révéla une vérité cruelle.
Il lui fit comprendre qu'elle n'était qu'un moyen pour parvenir à ses fins, et il retardait même son couronnement officiel. Au cours de la décennie suivante, Marie eut 6 enfants avec Henri, mais Henriette lui donna également d'autres enfants, et elle semblait toujours être enceinte en même temps que Marie. Plus cruel encore, Henri informa Marie que tous les enfants légitimes et illégitimes vivraient sous le même toit. La maîtresse d'Henri, Henriette, était compréhensiblement amère envers Marie depuis qu'Henri l'avait épousée. Désormais, Henriette se moquait de la reine, affirmant que ses enfants, à elle, étaient les véritables héritiers légitimes de France, et que Marie n'était qu'une grosse banquière. Alors qu'Henri entrait dans la cinquantaine, sa libido ne ralentissait pas. L'une de ses dernières liaisons fut avec la douce et jolie Charlotte de Montmorency, qui n'avait que 15 ans lorsque l'œil lubrique du roi se posa sur elle. Charlotte était vierge lorsqu'elle rencontra Henri, et donc susceptible d'être mariée ailleurs, peut-être loin. Henri échafauda alors un plan méprisable. Pour garder Charlotte près de lui, il la maria à l'un de ses courtisans, Henri de Bourbon, afin d'avoir un accès total à elle. Charlotte et Henri s'appréciaient réellement et n'avaient aucune envie de laisser le roi de France s'immiscer dans leur vie intime. Au lieu de céder à une vie de soumission à ses désirs, le couple s'enfuit de Paris et s'installa à Bruxelles. Henri avait l'habitude d'obtenir exactement ce qu'il voulait quand il le voulait, et il se souciait peu de l'humanité des autres personnes impliquées. Il exigea que Charlotte et son mari reviennent immédiatement à sa cour, sinon il marcherait lui-même sur la Belgique avec une armée. C'était de la bravade, mais les gens en avaient assez de gérer l'appétit amoureux du roi Henri, ainsi que son ego démesuré. Au printemps 1810, Henri fit quelque chose qu'il aurait dû faire bien avant. Il accepta enfin de tenir un couronnement officiel pour sa femme Marie de Médicis, la confirmant comme reine de France près d'une décennie après leur mariage. Bien sûr, il ne le fit pas par amour, mais parce qu'il partait combattre une guerre naissante et avait besoin de Marie comme régente. Il n'avait aucune idée à ce moment-là que ce serait l'une de ses dernières décisions. Le lendemain même du couronnement de Marie de Médicis, Henri était dans une voiture bloquée dans la circulation, probablement causée par le couronnement de la reine, lorsqu'un homme sauta soudainement de la rue et l'attaqua, le poignardant entre les côtes. Tout au long de sa vie, Henri avait fait face à des dizaines de tentatives d'assassinat, principalement de la part de personnes en colère contre sa foi protestante ou sa conversion au catholicisme. Cette fois-ci ne faisait pas exception, sauf qu'elle réussit. L'homme qui attaqua Henri était le zélote catholique François Ravaillac, et le roi mourut presque instantanément. Henri avait vécu l'une des vies les plus remplies et les plus débauchées de l'histoire royale, mais elle lui fut arrachée en un instant cruel et insensé. Pourtant, son souvenir perdura. Outre des surnoms comme Henri le Grand ou le bon roi Henri, sa réputation ne fit que croître après sa mort, et il devint bientôt un emblème de l'esprit de la France, même après la Révolution française.